Grande comme 2 fois la France, la Namibie étend ses déserts de l'Afrique du Sud à l'Angola, le long de la côte atlantique. Avant tout, c'est beaucoup plus aventureux de voler ici que de travailler pour une compagnie aérienne. Pour une compagnie, tu décolles d'un point pour aller à un autre avec tes passagers. Tu dors dans les hôtels. Tout est très superficiel. Alors qu'ici, tu es vraiment au cœur du bush et tu dois y penser à chaque instant. Comment aller par exemple vers une région que tu ne connais pas? Anticiper ton atterrissage pour éviter de mauvaises surprises. Si par exemple tu dois te poser dans un endroit comme celui-là, il vaut mieux ne pas avoir d'ennui. Parce que si tu te trouves vraiment loin de tout et si quelque chose ne va pas, on mettra du temps avant de venir t'aider. Aussi, tu dois penser à tout pour éviter que cela n'arrive. La Namibie a été pendant longtemps le pays de Bushmen, ces chasseurs qui parcouraient inlassablement les déserts du Kalahari ou du Namib pour traquer leurs proies. Ces hommes du bush étaient les seuls capables de s'adapter à ces régions extrêmes. Dans cette région, je n'essaierai pas de décoller à la tombée de la nuit. D'abord, sur ce type d'avion, je n'ai qu'un moteur. En cas de problème, il n'y a aucune route éclairée, par exemple, où on pourrait se poser en urgence. Quand il fait nuit ici, c'est le noir complet. Tout est noir. Et il n'y a plus de différence entre une montagne et un buisson. C'est très difficile de voler la nuit dans ce coin. Anton est pilote du bush en Namibie depuis 5 ans. Après avoir volé vers le nord pour y déposer un ingénieur italien sur le site d'une mine de marbre, il doit au matin se rendre à Luderitz, la région du diamant, tout au sud, au bord de l'Atlantique. Ancienne colonie allemande, la Namibie a été le dernier pays d'Afrique à accéder à l'indépendance. Jusqu'en 1990, elle fut sous domination sud-africaine. Les diamants du Namib représentent aujourd'hui une part importante de ses ressources et ces gisements sont reconnus comme les plus riches de la planète. Si les Portugais furent les premiers à débarquer sur cette côte vers la fin du XVe siècle, personne ne s'attarde le long de ce désert. Il faut attendre le XVIIIe et le XIXe siècle pour voir la Namibie devenir un enjeu pour les puissances européennes. Les Allemands seront les derniers colons arrivés sur ce territoire encore mal connu. Parmi eux, Luderitz, véritable colonisateur de ce pays. Le 24 avril 1884, le chancelier Bismarck déclare Luderitz et sa région protectorat de l'Empire germanique, désert de dunes, sans véritable avenir économique. 30 ans après l'arrivée des premiers colons allemands, nous sommes en 1908, on découvre sous le sable du Namib les plus grands gisements de diamants du monde. Fascination irrésistible pour le diamant, c'est la ruée vers ce désert qui, quelques années auparavant, ne valait rien. Mensonges, trahisons, tricheries et meurtres vont émailler ces premières années de course vers la pierre précieuse. Mais il faut aussi affronter les privations et les dangers d'un territoire inconnu. La Namibie est à droite et l'Afrique du Sud de l'autre côté. Il y a longtemps, les diamants ont été transportés par cette rivière. Il y a même des gens qui en ont trouvé ici. Je vous montrerai tout à l'heure les graviers dans lesquels on peut trouver un diamant avec beaucoup de chance. Cette rivière, l'Orange River, traverse toute la zone diamantifère. Et pendant longtemps, les graviers s'y sont déposés. Bien que les méthodes d'extraction en ce début de siècle soient peu élaborées,
la production est importante. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, plus de 5 millions de carats, soit l'équivalent d'1 tonne de diamants, ont déjà été trouvés, près de 20% de la production mondiale de l'époque. Il y a longtemps, André a trouvé quelques diamants dans cette rivière. C'était l'époque où il était très petit, il y a bien longtemps. Ceux qui attrapent le poisson dans la rivière, eux aussi, ils ont trouvé des diamants par hasard. C'est totalement interdit de chercher du diamant par ici. On a besoin d'un permis pour cela. C'est vraiment interdit. C'est en avril 1908 qu'un certain Zacharias Lewala découvre le long de la voie ferrée en construction vers Lüderitz une pierre aux qualités remarquables. La confirmation officielle qu'il s'agit bien de diamants donne lieu à un rush extraordinaire. L'excitation, la violence, le mystère, la chasse au trésor et la soif d'argent poussent tout un chacun à creuser le sable. En ce début de siècle, les dépôts étaient si abondants en certains endroits qu'il suffisait de se baisser pour amasser les diamants. Les fortunes se faisaient et se défaisaient. Les pierres étaient mises en jeu ou utilisées comme monnaie d'échange. Peu à peu, les mineurs commencèrent à s'organiser et une ville sortit du sable. Peu après la découverte des diamants, le gouvernement allemand de l'époque décide d'exercer un contrôle. La prospection sauvage est interdite. Ainsi débute la fièvre du diamant qui s'empare très vite de ce territoire. La ville de Lüderitz s'étend, des résidences de pierre remplacent les minuscules cabanes de tôles ondulées. Ce travail attire beaucoup de gens par ici. Ils viennent de tous les coins du monde, car ils pensent tous, lorsque tu évoques le diamant, qu'il y en a partout et que tu peux faire fortune en quelques jours. Alors que la vérité, c'est qu'on travaille beaucoup et quelquefois pour rien. On peut partir en mer 5 jours, et même jusqu'à 10 jours pour travailler du matin au soir comme des dingues sans arrêt. Et quelquefois pour rien, parce qu'ici, si tu ne rapportes pas du diamant, tu n'es pas payé. L'exploitation du diamant a évolué depuis ce jour d'avril 1908. Si on remue toujours le sable du désert, aujourd'hui c'est au fond de l'océan que l'espoir se trouve. C'est vraiment un endroit interdit ici? Oh oui, déjà à l'époque, les Allemands l'appelaient la Spiegelgebiet. Ça voulait dire la zone interdite. Et cela l'a été depuis 1908 quand on y a trouvé les premiers diamants. Ils ont décidé d'interdire la prospection pour, évidemment, protéger leurs intérêts. Aujourd'hui encore, par-delà les générations, la zone est toujours très réglementée. Actuellement, c'est la NAMDEP qui en a le monopole. Et cette région est toujours difficile d'accès, surtout si tu veux y chercher des diamants. Cette zone est en permanence sous la surveillance de la police, d'hélicoptères, de caméras. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de s'approcher de la bouée qui est là-bas et descendre la pompe jusqu'au fond sur la zone de prospection. Et après, on pourra aspirer le gravier. And then we've got to start getting the pump and everything together. Guys, come around and grab the pipe. C'est ici que se poursuit aujourd'hui la quête à la pierre unique, le diamant. Cette pierre précieuse constituée de carbone pur, cristallisée par des millions d'années d'une alchimie mystérieuse. Si tu travailles dans un bureau, tu peux gagner 2000, 2500 rentes par mois. Demain, je sais que je ne gagnerai peut-être rien, mais je sais aussi que je peux gagner 10 000 rentes dans la matinée. Mais c'est un peu comme une partie de poker. Tu peux avoir de la chance. Il y a des jours où un plongeur à 50 mètres va trouver des diamants, alors que toi, tu ne vas même pas trouver une seule pierre. Personne ne peut savoir. Personne ne peut dire, même si on a étudié la géologie à l'université pendant des années.
Personne ne peut dire le diamant est ici ou là. Il faut sentir le diamant. Et puis, la chance, ça fait partie de notre boulot. C'est pour ça que j'aime ce métier. Ici, on veut tous gagner de l'argent et partir pour faire quelque chose d'autre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore arrivé. Aussi, on attend avec impatience le jour où on pourra partir. Fini tout ça. Une partie des diamants de Namibie sont extraits de ces sables et de ces graviers qui viennent de la zone interdite située entre l'Uderitz et l'Orange River, plus au sud. Remontés à la surface par de puissantes pompes, ces graviers rempliront d'abord des sacs avant d'être rapportés à terre où ils seront triés pour y chercher la pierre rare. Aujourd'hui, la Namibie occupe le 5e rang mondial des pays producteurs de diamants. Ce n'est pas trop dangereux de plonger avec une pompe? Ouais, bien sûr, c'est dangereux, surtout pour les mains. Mais si on se fait prendre, on a des signes entre nous. Par exemple, je tire plusieurs fois sur le tube d'air. Ça veut dire qu'il faut arrêter en urgence la pompe. Ce qui est arrivé à un plongeur l'an dernier, c'est qu'il a eu son masque pris par la pompe et il ne pouvait plus avertir la surface. Alors il s'est noyé. Des tonnes et des tonnes de ces sables d'alluvion sont aspirés chaque année dans ces conditions difficiles par moins 10, moins 15, moins 25 mètres de profondeur dans une mer refroidie par le courant du Benguela qui dépasse rarement les 10 degrés. C'est dans cette région d'Afrique australe qu'a été trouvé au début du siècle le Cullinan, une énorme pierre dont on a tiré les 2 plus gros diamants taillés du monde, l'un faisant plus de 530 carats. C'est dans un endroit comme celui-ci, toujours sous haute surveillance, que sont triés les graviers qui proviennent de l'océan. Ce matin, à l'Uderitz, pour les chercheurs de diamants, rien ne va plus.
La semaine a mal commencé. Depuis plusieurs jours, le mauvais temps s'est installé au large. Le vent qui souffle du Namibe lève une mer mauvaise qui empêche les bateaux de sortir. La météo est très importante pour les chercheurs de diamants, surtout pour ceux qui travaillent au fond. Il leur faut une mer calme pour avoir une bonne visibilité. Si le vent souffle trop fort, la mer est agitée. Et là, c'est plus possible de travailler. Le gravier que l'on traite ici vient d'une zone où on est encore en prospection. Ils sont sortis samedi. Ils ont réussi à travailler un peu, mais le temps s'est gâté. Le vent était trop fort pour travailler dimanche. Et ils sont revenus lundi. Il n'y a que quelques sacs à trier. Pour eux, c'est une mauvaise journée. Et il n'y a pas beaucoup de diamants. 14 000 carats, 300 000 livres sterling de l'époque, c'était 6 semaines de production à Kolmanscope, cette ville artificielle construite autour du diamant, pour le diamant, à quelques kilomètres de Lüderitz. Elle connaît son apogée dans les années 20. Ce sont les années fastes. On fait venir l'eau douce d'Afrique du Sud. On construit un opéra, on joue le soir au casino, les diamants ramassés le matin même. Le champagne coule à flot, on oublie le désert. Mais en 1928, des diamants ayant 6 fois la taille de ceux de Kolmanscope sont trouvés plus au sud. C'est une nouvelle ruée, la ville est abandonnée. Après la fermeture de la mine, Kolmanscope va servir de dépôt et de gare d'acheminement. Seul l'hôpital subsiste. En 1956, tout est arrêté définitivement. Au temps de sa splendeur, l'exploitation du diamant entraîne dans son sillage les explorateurs de la dernière heure et les trafiquants d'ivoire. La chasse au gros gibier se transforme en massacre. La cible favorite des chasseurs reste l'éléphant et le rhinocéros. Loin de la ville au diamant, pour Mike, le passé se répète. Pour les braconniers aujourd'hui, la cible est restée la même, le rhinocéros noir. J'ai grandi dans le Kent, près d'un zoo où se trouvait une grande population de rhinocéros noirs. J'y allais très souvent. J'ai tout de suite aimé ces animaux. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici en Namibie. J'y suis depuis 5 ans. Avant, je ne savais même pas où était ce pays. C'est un pays extraordinaire. Vous pouvez parcourir des kilomètres et des kilomètres dans une solitude totale, avec une vie animale parfaitement adaptée à ce désert unique, l'un des plus vieux déserts du monde. C'est vraiment un privilège de vivre ici. S'adapter à cette ville n'est pas un problème. Pourquoi avez-vous construit votre maison comme ça? C'est pas habituel? Oh, je pense que tous les enfants rêvent un jour de construire une cabane dans un arbre. Moi-même, dans mon jardin en Angleterre, je l'avais fait.
Alors comme ça, on retrouve ses émotions d'enfant. Mais ça a aussi beaucoup d'avantages. C'est frais, on est à l'abri du vent et de la poussière qui s'engouffre quelquefois dans la vallée. On est à l'abri de tout et puis quand on veut s'isoler, c'est parfait. L'association Save the Rhino, pour laquelle travaille Mike, a la particularité de protéger le rhinocéros en dehors des habituels parcs nationaux. C'est dans cette région du nord de la Namibie que l'on trouve l'une des dernières populations de rhinocéros noirs, vivant encore à l'état sauvage. Mike, inform Simpson as you have said about your trip. Okay, thanks, Mom. A black rhino will steer very clear away from. Le rhinocéros noir se tient toujours à l'écart des hommes. C'est pourquoi on le trouve ici, loin de toute présence humaine, car personne ne peut aujourd'hui venir s'installer là. C'est trop dur, trop aride, trop peu de pluie dans les collines où vivent les rhinocéros pour que les hommes puissent y rester. Seuls les animaux sauvages peuvent vivre ici vraiment en paix, en particulier les rhinocéros noirs. C'est un endroit vide de toute présence humaine. The wind gonna stay this way. This way. This is coming this way. Poaching hasn't been a serious problem here for. Le braconnage n'est plus un problème depuis 3 ou 4 ans. Mais dans les années 80, cette région a terriblement souffert des braconniers. Une fois encore, les éléphants et les rhinocéros étaient leur cible. C'était à l'époque de la guerre d'indépendance et du conflit entre l'Angola et l'Afrique du Sud. À ce moment-là, les cornes du rhinocéros et l'ivoire des éléphants servaient à acheter les armes pour la guerre. Le braconnage était très organisé pour faire la guerre. Et cela a eu des conséquences sur les animaux. Mais ce qui les a sauvés, en particulier le rhinocéros, c'est cet environnement très dur, difficile, presque inaccessible à l'homme. Okay, she got our wind then. You can see the difference of her running off there with our scent. They probably won't sleep yet. I think if we lost the population out here, si la population de rhinocéros noirs venait à disparaître, on aurait beaucoup de mal à les réintroduire ici. Les 3 ans que le petit rhinocéros passe avec sa mère sont essentiels. C'est fondamental pour sa survie, pour apprendre à se nourrir, savoir où trouver de l'eau. S'il n'a pas cette connaissance, il ne peut survivre. Si on introduit ici un animal qui est habitué à l'herbe verte, il ne survivra pas. Je ne vois pas ce que l'on pourrait faire si les rhinocéros noirs qui vivent là venaient à disparaître à tout jamais. La première chose qu'on remarque ici, c'est l'immensité de ce pays et de ce désert. Quand on commence à voler et à se poser un peu partout, on se rend compte que c'est un pays avec une grande diversité de végétation, de population. C'est vraiment superbe. On voit ça habituellement en photo dans les magazines de voyage, mais là, quand on vole, c'est pour de vrai. C'est grandiose.